Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Packer. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour le rewind de la semaine 2. M'avance peut-être un peu, j'espère que notre enregistrement va parfaitement fonctionner puisque ce serait le premier épisode de la saison dans lequel j'apparais. Et pour m'accompagner, je suis avec un revenant. Salut Trey. Bonsoir messieurs, effectivement un revenant, moi aussi je suis un petit fantôme qu'on ne voit pas souvent, mais bon, j'essaie de bosser un peu en coulisses, j'essaie de vous aider comme je peux, je cours un peu après le temps et il était temps que je fasse une apparition dans cette saison régulière quand même, parce que en plus voilà, il y a des choses à dire là ce week-end, j'ai des choses sur le cœur, c'est incroyable. Ouais, je dis un revenant, je tiens quand même à le souligner pour tous ceux qui suivent le podcast, tous les visuels, tous les overlays, c'est Trey qui a absolument tout fait. Donc franchement, bravo à toi. Et puis en plus, je suis le plus mal placé pour parler, étant donné que je suis assis au fond de la classe avec toi. On a avec nous ce soir Anto, qui lui est plutôt comme PA et Doug de tous les épisodes. Salut Anto. Salut GG, salut Trey. Ça fait plaisir de faire un épisode avec vous. Ça faisait longtemps. Et ouais, content aussi, une belle semaine. Et en effet, louons les magnifiques visuels de Trey. Moi, j'aurais ouvert un petit Paint, j'aurais fait 2 copier-coller et ça serait envoyé. Du coup, heureusement, on a un artiste parmi nous. Donc, ça fait plaisir. Il y a des niveaux hyper hétérogènes sur tous les domaines. Hein. Là, il y a de la DA, il y a de la technique. Enfin, toi, tu es sur Paint. Moi, je peux faire un truc sur Canva. Trey, c'est le niveau du dessus. Voilà, c'est pour ça qu'on a renforcé l'équipe. Hein. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir tourner comme ça, étant donné qu'on est sur une configuration inédite à nous trois, messieurs. On va commencer par le petit tour promotionnel le front office sur toutes les plateformes, donc celle où on est le plus active, Twitter, on en fait de plus en plus sur Insta aussi, il y a eu le retour des mèmes, ils sont sortis aujourd'hui, il y a bientôt d'autres contenus qui vont arriver sur Insta. Pour ceux qui sont sur le Discord, mais si vous nous écoutez en podcast aussi, n'hésitez pas à poser vos questions, donc soit en commentaire, peu importe là où vous écoutez, soit dans le canal du Discord, posez vos questions. Étant donné mon manque de temps et de disponibilité, je vais me faire des sessions solo de réponses aux questions qui iront directement sur Insta, je pense. Donc voilà, posez des questions autant que vous voulez. Je fais un petit tri et puis on va essayer de se faire un petit format sympa à vous vendre. Et bien sûr, YouTube et Twitch, une fois qu'on sera parfaitement réglé techniquement, les lives reviendront. Là, pour l'instant, on se contente des épisodes, mais ne vous inquiétez pas, on bosse là-dessus en coulisses. Vous le savez, depuis la semaine dernière, on a commencé un nouveau format, que ce soit pour les previews et les rewinds. On est en mode front office jusqu'au bout. Et donc, au menu, compte rendu de la semaine, avec les scores des différents matchs et les infos, l'employé de la semaine, on va donner notre MVP, le gros dossier, l'évaluation, parce qu'une bonne réunion sans évaluation, c'est un peu compliqué, et on finira en allant sur la semaine 3. Messieurs, j'aime bien poser cette question quand même avant de commencer les résumés. Je vais commencer avec toi, Trey. Globalement, cette semaine 2, en 2 phrases, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu en as pensé ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Peu d'actions offensives qui marquent des points. Voilà, je trouve que c'était pas très garni. Il y a eu des matchs qu'on fait quand même de l'œil. Je pense aux Saints notamment, ou même les Bills. Ça commence à être intéressant. Mais en tant que tel, j'ai l'impression qu'on a des petits scores. On a des scores serrés aussi. C'est assez intéressant par contre à noter du coup. On a des scores serrés, c'est un peu frustrant parfois, voilà, mais j'en dirai plus tout à l'heure, mais voilà, ouais, j'ai bien aimé en tout cas sur les matchs que j'ai vus, je trouve que c'est bien parce qu'au moins ça joue, il y a de belles choses quand même mine de rien, et il y a même des équipes qui surprennent. Et de ton côté, Anto ? Bah écoute, moi j'aime bien les débuts de saison en NFL parce que tout est possible. On a souvent des surprises. Généralement, les gros mastodontes, ceux qui jouent quelque chose, qui jouent le titre, ils se réveillent plutôt fin novembre, début décembre.
Et donc là, souvent, les matchs sont un peu plus faciles à lire, on va dire. Et donc là, c'est encore des belles surprises. C'est des, entre guillemets, plus petites équipes qui vont taper des plus grosses. C'est toujours comme ça à chaque début de saison. Et du coup, c'est plaisant parce que tu es devant ton match et il y a une action de fou d'un gars que jamais tu aurais pensé qui de la sorte. Et puis, tu es là comme un fou devant ton écran. Donc, c'est vraiment plaisant à regarder. Voilà, on ne dira pas que tu parlais de Sam Darnold. Le petit résumé des scores et des infos importantes de la semaine, de cette semaine 2, qui a commencé il y a déjà longtemps. Premier match dans la nuit de jeudi dernier à vendredi. Les Bills ont battu les Dolphins. Tua a eu une nouvelle commotion. C'est un sujet qui a fait énormément parler. Puis on arrive au dimanche. Les Saints ont écrasé les Cowboys. Les Bucks ont battu les Lions dans ce qui pourrait être un match entre deux équipes de playoffs en NFC. Les Packers ont battu les Colts sans Jordan Love, avec un Malik Willis à la baguette. Les Jets ont malheureusement battu les Titans avec un call arbitral, une DPI non sifflée complètement scandaleuse, et je ne dis pas ça en tant que fan des Titans. Les Vikings qui ont justement créé un des upsets dont tu parlais, Anto, en battant les Niners. Les Seahawks se sont défaits de Patriots bien accrocheurs, avec un Geno Smith qui paraît bien retrouvé. Les Commanders ont réussi à battre les Giants sans marquer de TD, et ça, il fallait quand même le faire. Les Chargers ont écrasé les Panthers, limités à 3 points, ce qui va valoir à Bryce Young un petit tour, le cul sur le banc. Les Browns ont battu les Jags dans ce qui n'était pas un beau match du tout. Les Ravens, ces éternels séducteurs qui n'arrivent jamais à conclure, ont perdu face aux Riders. Les Cards, d'un incroyable Kyler Murray, ont gagné un énorme match de division contre les Rams. Rams dépeuplés, puisqu'après Nakua, c'est Cooper Kupp qui s'est blessé pour un bon petit moment. Les Steelers ont battu les Broncos et on se pose la question, Justin Fields est-il un top starter en NFL? Les Chiefs ont battu les Bengals dans ce qui est peut-être maintenant la plus grosse rivalité de l'AFC de ces dernières années. Les Texans ont battu les Bears dans un duel entre deux jeunes QB, et on peut vous dire que Caleb Williams a encore énormément de travail. Et enfin, les Falcons d'un Kirk Cousins totalement retrouvé ont réussi à faire tomber les Eagles dans le match de la nuit de lundi à mardi. Globalement, je pense que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à compléter si j'ai oublié genre une grosse blessure ou une grosse info. T'as donné la victoire aux Falcons par Kirk Cousins. Moi, j'ai envie de l'attribuer à Saquon Barkley et ça me rend heureux. Pardon, mais bon, je suis obligé de la sortir, quoi. J'ai mon temps de parole cette semaine. Il faut bien que j'en lâche une, quoi. Ça sera celle-là. Là, t'es quand même le mec qui voit son ex qui vient de se faire larguer et qui est en mode bien fait pour elle. Ouais, je jubile un petit peu, ouais. Mais c'est pas une surprise de voir Saquon lâcher des ballons pour info. Il est très fort pour courir balle en main, par contre pour recevoir des ballons, voilà, c'est pas toujours ça. Donc maintenant, voilà, je taunte un petit peu parce que la rivalité, on la connaît et que on en veut beaucoup à Saquon de ce geste, même si on en veut beaucoup en étant presque désintéressé, en se disant qu'il fasse son truc. Voilà, pas de respect, on va pas le respecter, donc voilà, petite pique gratos, ça fait toujours plaisir. Voilà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si pour vous la plus grosse trahison c'est Saquon qui part aux Eagles ou Adrien Rabiot qui signe à l'OM. N'hésitez pas à nous dire. Moi j'hésite encore en tant que fan du PSG, je suis assez bien positionné, mais bon, on va continuer à parler running back puisque je vais lancer Anto sur son employé de la semaine qui est bien évidemment Alvin Kamara. Là, je pense qu'il a volé sur toute la ligue cette saison. Cette saison, oula, pardon, je m'avance peut-être un petit peu. Cette semaine, en tout cas, niveau statistique, les Saints ont sorti un gros match et il en est encore une fois le principal artisan.
pour quand même donner quelques petites stats, 198 en yards à la course, 92 yards à la réception, 5 touchdowns. Voilà, merci, au revoir. Incroyable, il était encore dans tous les sens, il a mis le feu partout. Je tiens à souligner encore une fois, et ça j'étais content, c'était vraiment pour moi le test par rapport à la première semaine, la ligne qui a à la fois bien protégé Derek Carr pour lui laisser le temps de lancer, mais aussi pour ouvrir des espaces à Camara. Et Camara, il lui en faut pas beaucoup, et une fois qu'il a un petit espace, son footwork, son équilibre, ses cassages de jambes, sa vitesse, son intelligence de jeu, tout a suivi, et ça a fait que il a littéralement marché à lui tout seul sur la défense des Cowboys. J'aimais bien à chaque fois quand il revenait sur le côté de banc, les Cowboys, la défense, ils étaient tous circonspects, ils se regardaient tous, ils ne comprenaient pas ce qui leur est arrivé. C'était une action, un touchdown. Du coup, voilà, vraiment magnifique. Alvin Kamara. Et petite précision, parce que j'en ai pas honte, Alex l'a bien fait signaler. J'avais Alvin Kamara dans ma fantasy et j'ai eu l'audace de le mettre sur le banc. Voilà, j'ai pas peur. Par contre, j'ai pas eu peur de perdre non plus grâce à ça. Bon, voilà, c'est magnifique, quoi. Merci. Ah, mais je pense que tu as bien résumé le truc. Ce qui est impressionnant chez Alvin Kamara, je trouve, c'est son équilibre. Tu as l'impression que le mec rebondit sur les défenseurs, que même quand il est touché, il finit quand même l'action parce qu'il a... Ouais, il a le bon équilibre, il va toujours au bon endroit, il est toujours sur le bon appui, il lit hyper bien le jeu. Je sais pas ce que t'en penses, Trey, mais Ouais, moi, c'est un joueur qui m'hallucine, quoi. Ouais, il m'a impressionné. Il y a plusieurs actions où tu le vois, tu te dis c'est fini, il arrive à gratter 5 yards. Et tu dis, voilà, et ça va convertir des first down. Et c'est ultra important. Moi, je trouve que j'ai vu le match en condensé aussi. Et franchement, les Cowboys sont pas mauvais en plus en face. Franchement, ils font pas un mauvais match. Alors, beaucoup de. Le taux de complétion de Prescott est pas dingue, mais je pense que c'est dû aussi au match en lui-même. Niveau course, ils étaient 0 par contre, ça faut le dire. Le Ezekiel Elliott, c'est plus celui que c'était. Mais ça a quand même bien joué. Mais les Saints, c'était vraiment trop fort. Là, franchement, j'étais vraiment abasourdi de voir le niveau de Derek Carr, que j'ai trouvé hyper juste, tout en maîtrise. Il est à 11 sur 16. Il n'a pas lancé énormément, mais il a lancé très juste en fait quand il fallait. J'ai beaucoup aimé aussi, je voulais remonter un peu, c'est le match de Rashid Shaheed que j'ai beaucoup aimé parce que pareil, il n'a pas eu un nombre important de ballons, mais alors à chaque fois ça a fait mouche. Et vraiment, on sait qu'on peut s'appuyer sur lui quand tout le monde est sur le dos de Camara. Et ça fait beaucoup, quoi. Après, je parle pas des autres, mais vraiment j'ai trouvé ça impressionnant, quoi. Ouais, ça ouvre des brèches. On a eu un commentaire sur Spotify sur Camara d'ailleurs. Donc j'en profite pour le partager sur sa situation contractuelle. C'est vrai que juste avant la saison, il a vendu sa maison. Je crois qu'il est en fin de contrat à la fin de cette saison, et visiblement les Saints ne seraient pas forcément enclins à le payer parce que, aussi fort soit-il, il avance quand même dans le temps et dans l'usage. Est-ce qu'on peut imaginer un Camara Anto trade avant la trade deadline? Est-ce que ces perfs-là, c'est pas le moment où tu te dis ouais, c'est le pic, et en fait, si on ne compte pas le payer, autant essayer de gratter un deuxième, un troisième, enfin, ce qu'il y a de gratter en tour de draft. Je ne sais pas ce que va valoir un Camara en fin de contrat, mais un Camara à ce niveau-là, typiquement, t'es les Cowboys. Tu vois, si tu veux avoir peut-être une chance de faire un shot, je ne parle pas de considération salariale encore, je ne sais pas ce qui est faisable, mais voilà. Est-ce que tu imagines un Camara tradé pendant cette saison? Je sais pas, tu me mets dans une situation délicate. Mais non, mais écoute, si on veut parler en tant que businessman, je te dirais que oui, c'est sûr que tant qu'il a une valeur marchande aussi forte, pourquoi pas dans l'idée de le trade, de récupérer des tours en veux-tu, en pagaille, pourquoi pas.
Après, le fan te dirait non, j'ai pas envie de le voir partir. Surtout que là, il fait une saison pour l'instant, il détonne tout depuis le début là. Mais Camara, ça a été quand même aussi une de nos valeurs sûres depuis ces dernières années. Même par exemple l'année dernière où on était quand même en dents de scie, il y avait quand même Camara qui était toujours là pour relever un petit peu le niveau et essayer de porter autant que faire se peut cette attaque. Donc c'est compliqué, mais oui, c'est sûr qu'il a encore une valeur. Oui, il avance un petit peu en âge et on sait aussi la durée de vie d'un running back, c'est toujours un peu plus délicat. Donc oui, il a forcément une valeur, mais voilà. Mais moi, je peux pas en parler. Moi, voilà, ça me fait chier. Disons les termes, hein. Ça me ferait chier qu'il parte. Surtout là, voilà, le début de saison qu'il fait. Non, j'ai pas envie de le voir partir, Camara. C'est trop Moi, beau, puis, quoi. s'il va chez les Bucks, vous pourrez faire un club avec Trade et Non, mais c'est bon, pas les Bucks. des fans trahis. Ouais, non, mais c'est bon. Après, Doug, il va pas arrêter de se foutre de moi. C'est bon. Allez, on enchaîne avec les MVP et Trey, je te rends la parole. Tu es au poste de receveur cette semaine. Ouais, moi j'ai voulu. Alors j'ai cherché, vous aviez fait vos choix avant moi. Il est vrai que j'en avais un que j'aurais bien mis, mais bon, je laisserai GG en parler. Non, j'ai voulu mettre en lumière Nico Collins des Texans parce que encore une fois, j'ai vu le match et que j'ai trouvé vraiment incroyable parce que le gars est toujours là. Il fait 8 sur 10, je crois, à la réception. Donc il est très très juste avec ses mains, il est très bon aussi quand tu vois les bloquer pour les copains. Voilà, ça fait 135 yards, un TD, c'est quand même un bon gros match de sa part. Et c'est vraiment une des armes principales aujourd'hui des Texans qui pourtant ont Stephen Diggs, Joe Mixon et puis Tank Dell aussi. Voilà, c'est quand même pas rien et d'arriver à ressortir un match comme ça, sachant que d'ailleurs en première semaine il avait fait un gros match aussi, je crois, il me semble. Donc voilà, j'ai voulu mettre un peu Nico Collins en lumière parce que je trouve qu'il est de plus en plus juste, il est encore très jeune et franchement Houston, même si là pour le coup c'était un peu léger, Houston a fort à faire, vraiment, on continue de le dire pour le futur, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Anto, en tant que spécialiste NFC Sud, mais je vois en Nico Collins des vibes un peu soit la Michael Thomas, soit la Mike Evans, des receveurs assez grands, qui n'ont pas peur d'être physiques quand il faut l'être. Alors bon, Michael Thomas, malheureusement, ça n'a pas duré aussi longtemps qu'on l'aurait voulu, mais ouais, quand je vois Nico Collins, j'ai des petites vibes Mike Evans, quoi. J'ai l'impression que même contesté, il arrive à attraper des ballons très difficiles et qui est solide au contact. Ouais, je te rejoins. Bon, alors, je remarque que tu me parles du potentiel départ de Camara, tu me parles de Michael Thomas qui vient de partir aussi. Mais non, je ne pleurerai pas durant cet épisode, je resterai fort et solide. Mais en tout cas, non, moi je suis tout à fait d'accord. Il est monté en puissance, hein. Il avait déjà fait une très belle première semaine contre Indianapolis, il en sort une deuxième contre Chicago. Les arrivées de Mixon et puis de Diggs, ça le perturbe pas. Il reste le numéro 1 pour lui. La connexion avec Stroud aussi, les deux, voilà quoi, les deux ça match clairement. Clairement ça match. Stroud aussi, on peut en parler, mais moi j'ai beaucoup aimé, hein. Il a ses petits mouvements et ses petites passes un peu à la Mahomes, dans des positions un petit peu délicates et où finalement il arrive à les envoyer. Et puis bah voilà, il a son receveur, il a son Kelsey qui est toujours là avec lui pour réceptionner. Donc non, franchement, Nico Collins, c'est très fort. Il monte en puissance. Les Texans en auront besoin et il va répondre présent. Et puis voilà, du coup, comme tu disais, Mixon, Diggs, c'est des gros noms qui sont arrivés. Bah voilà, si lui, ça peut aussi le pousser à encore plus se surpasser, alors qu'il avait déjà fait une très belle saison l'année dernière. Bah tant mieux pour les Texans et c'est incroyable, quoi. Ils ont des noms à foison et ça fait peur. Ouais. Et pour l'instant, ils sont en très bonne situation. J'aurais pu Trey, te laisser mon MVP, puisque donc, j'ai mis Kyler Murray et je vais en parler, mais j'en profite pour glisser un nom comme ça, pour qui il n'a manqué que le résultat du match pour que je le mette, c'est Aidan Hutchinson, qui a fait juste une semaine de malade défensivement, et il était absolument partout. Je pense que Baker Mayfield en fait encore des cauchemars. Malheureusement, les Lions n'ont pas gagné, et voilà, nous, employés de la semaine, en tant que front office, on aime les mecs qui gagnent. Donc je vais parler de Kyler Murray, qui a tout simplement écrasé le rival de division des Rams. J'ai vu la version de Kyler Murray que j'aime voir.
ultra propre. Je crois il rate genre 4 ou 5 passes dans le match, c'est vraiment incroyable. Il ne loupe rien, il inscrit 3 TD et des TD où à chaque fois ses lectures sont très bien. Cette semaine, il n'a pas oublié Marvin Harrison. À chaque fois qu'il l'a vu tout seul, il la target. Même quand il n'était pas tout seul, il la target. Et je pense qu'on a vu que Marvin Harrison, il avait toutes les qualités d'un numéro 1. Il a fallu une semaine d'ajustement pour que ça se mette en route. Mais tout était bien dans ce match de Kyler Murray. Vraiment, il lâchait la balle vite quand il fallait la lâcher vite. Il courait quand il fallait courir. Il gagnait du temps avec ses jambes, mais comme on a l'habitude qu'il le fasse. Mais surtout, par rapport à ses années rookie et sophomore, j'ai plus ce côté poulet sans tête. J'ai l'impression qu'il a gagné en maturité. En tout cas, il avait l'air plus posé. Et pourtant, cette défense des Rams, quand on voit là, le résultat des matchs, on se dit, genre il y avait personne en face. Bah non, la défense des Rams, elle était là quand même. La O-line a fait son taf côté Cards. Mais je rappelle que cette défense des Rams contre les Lions en semaine 1, tout le monde l'a vanté. Tout le monde a dit défense des Rams, solide, ça a mis la pression sur Goff. Là, Kyler, tu as eu l'impression qu'il jouait dans un fauteuil. Et c'est pas pour rien que c'est le genre de QB que tu cherches et qui pour moi fait partie des très bons QB de la ligue. C'est que tu as ce mec qui te fait gagner du temps, qui va te sortir l'action en plus, qu'on passe et game manager à la Goff, peut-être à la Purdy, peut-être. J'ai l'impression que oui, son plancher peut être plus bas, mais son plafond peut être tellement plus haut que voilà. Moi, c'est un joueur qui me fait vibrer, donc je voulais en parler cette semaine. Je vous vois hocher de la tête, je suis très heureux. Moi, j'ai des mots à dire sur Kyler Murray. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois de ça, Anto va peut-être se souvenir, on avait fait un top tier NFL top 5, là, le top 5 NFL depuis 5 ans, je crois, un truc comme ça. Et à ce moment-là, on avait parlé du coup de Kyler Murray qui a fini dans la boîte William Sorin. Voilà. Et ce soir-là, j'étais un des rares à prendre sa défense et à estimer qu'il n'avait pas sa place dans la boîte William Sorin de mémoire, si je ne m'abuse. Et donc, je voudrais faire un petit call à cette fameuse soirée où voilà, je ne voyais pas Kyler Murray à ce niveau. Et aujourd'hui, il a prouvé à tout le monde qu'il avait bien plus que le niveau de la boîte William Sorin parce qu'il nous sort un magnifique 17 sur 21, 266 yards, 3 TD. Et ça a 59 yards au sol aussi qu'il va chercher. Voilà, merci monsieur et vive Kyler Murray. Et je veux pas dropper de nom parce que j'ai plus tout l'épisode en tête, mais je pense que le coupable s'appelle Doug quand même. Allez vérifier. De toute façon, la boîte, c'est pas compliqué. Hein. Dès qu'il y avait la boîte, c'était Doug. Hein. C'est estampillé Doug. C'est pas la boîte William Sorin. C'est la boîte Doug Sorin, ce que tu veux. Hein. C'est... Bon, tu as parlé des 3 TD de Kyler Murray. On va passer au gros dossier. Je vais te rendre la main très puisque tu vas aussi parler d'une équipe qui a marqué 3 TD et qui malgré tout n'a pas gagné. Et oui. Est-ce que je pouvais faire ce rewind sans attaquer finalement la défaite des Giants? Parce que non, ce n'est pas une victoire des Commanders, c'est une défaite des Giants, tout simplement parce que il y a 3 touchdowns qui sont marqués contre 0 pour les Commanders et c'est peut-être une des premières fois, je crois, dans l'histoire de la NFL qu'un truc comme ça arrive. Voilà, il n'y a pas eu de TD du côté des Commanders, c'est 7 transformations, 7 field goals et c'est absolument abominable de perdre de cette manière. Voilà. On avait le match quand même en main, c'est pas toujours facile. J'ai été un peu salé sur Daniel Jones durant le match parce que j'ai vu, il a toujours ce problème de lecture. On a l'impression que j'ai fait sur Twitter, j'ai rigolé avec ça. J'ai dit on dirait moi sur Madden quoi. C'est-à-dire que je vais choisir avant le snap, je vais choisir déjà à qui je vais faire la passe, tu vois. Et lui c'est exactement pareil. Il connaît ses tracés, il dit non mais je regarde pas à droite, je vais regarder qu'à gauche. Et donc ça crée des problèmes pour moi à ce niveau-là parce qu'il y a des gros problèmes de lecture et des fois il y a des mecs qui sont là et voilà.
Donc c'est super délicat. Et donc, au final, ce match, tu le perds parce que tu vas pas le gagner, en fait. Parce que t'as tout ce qu'il faut pour aller le gagner. On pourra reparler de Graham Gano qui se blesse, machin, on n'a pas de kicker. Enfin bref, on peut parler, on peut trouver toutes les excuses qu'on veut. Quand tu perds 21-18, que t'as mis 3 TD, qu'il y en a pas en face, c'est de ta faute. C'est même pas de la faute d'un joueur, c'est pas de la faute du staff, c'est de la faute de tout le monde, littéralement. C'est pas possible de laisser un match comme ça filer, surtout contre j'ai envie de dire un rival de division, même si la rivalité n'est pas au summum comme les Eagles ou les Cowboys, mais voilà quoi, quand même, c'est les Commanders et là il fallait la chercher la win. Je vais appuyer sur un truc que tu nous as dit en off. Tu as une bonne idée de roue de secours pour Daniel Jones. En effet, ouais, carrément. J'ai tweeté aussi ça tout à l'heure pour rigoler. Et est-ce que en vérité je rigole? J'en suis pas sûr. Mais franchement, quitte à aller chercher un quarterback qui va essayer de se prouver et de prouver quelque chose, bah allons chercher Bryce Young, quoi. Voilà, il coûte rien là. Il cire le banc. C'est bon, on a compris. Est-ce que les Panthers le lâcheront aussi facilement? Je ne sais guère, mais ça, c'est pas à moi de gérer cet aspect-là. Mais non, clairement, j'ai rigolé là-dessus parce que quand je vois Daniel Jones, je me dis qu'on n'en tirera jamais rien. Il faut arrêter. Au bout de 2 matchs, il revient d'une grosse blessure, certes, mais ok. Mais on nous montre des images de camp d'entraînement, de tout ce que tu veux. On te le montre en forme, aller courir dans tous les sens et tout. Il est chaud et tout. Et tu le vois dans un match, je suis désolé, mais il a beau avoir une meilleure O-line, parce que la O-line, quoi qu'on en dise, elle a vraiment step up quand même. Il a beau avoir ça, il est toujours incapable de lire plus de un joueur ou deux et incapable d'envoyer les ballons qu'il faut quand il faut, quoi. Là, cette saison, ça vous arrange. Il lit un seul joueur, il voit Nabers tout le temps, il lui a lancé 40 ballons sur le match. Enfin, là, très clairement, il n'a pas besoin de 50 lectures. Le mec est tout seul tout le temps. Mais pour le coup, Nabers, il capte 10 ballons sur 18. Donc, ouais. Est-ce qu'on peut dire en plus qu'il y a du drop volontaire chez Nabers, enfin genre du drop vraiment de sa faute? Il y en a pas beaucoup que tu peux lui attribuer, quoi. Donc du coup, c'est toujours pareil. On t'offre une cible comme Malik Nabers qui en 2 matchs montre clairement que c'est le numéro 1 incontestable du côté des receveurs. Je veux dire, à partir de ce moment-là, si toi tu te mets pas au diapason et que tu vas pas chercher ce gars-là, et je faisais allusion tout à l'heure au fait qu'il lisait qu'une ligne, mais j'ai une action flagrante qui me reste en tête, elle me hante depuis, c'est-à-dire que le gars, il va mettre ça plein milieu sur, je ne sais plus c'était qui était au milieu, qui est couvert par 3 joueurs de Washington, et il lance en plein milieu alors que Nabers est en train de se décaler sur la gauche, sur l'extérieur tout seul. Je veux dire, au bout d'un moment, si t'es un quarterback qui est incapable de voir ça, je pense qu'en fait, t'as pas ta place en tant que titulaire. Donc voilà, je commence à en avoir gros sur la patate. J'ai pris sa défense, alors que je n'ai jamais été très fan de Daniel Jones dans le fond. J'ai pris sa défense parce que je pense qu'il n'avait pas toutes les cartes en main. Aujourd'hui, il a des cartes en main quand même et il a une lourde responsabilité. Et je pense qu'il est en train de signer sa fin de quarterback numéro 1 en NFL. Non, mais en tout cas, on a senti que tu en avais gros sur la patate. Ce que je te propose, c'est d'organiser un petit groupe de soutien avec Franz, notre camarade des Fantasy Ballers, qui a du coup des petits soucis avec Bryce Young de son côté. Je pense que vous pourrez vous confier sur les QB qui sont incapables de lire un jeu et d'envoyer la balle à un receveur. On a beaucoup parlé attaque. J'ai failli parler de Hutchinson, mais quand même, Anto a décidé de souligner un gros dossier défensif, une action d'éclat. Anto, je te laisse la main. Ouais, parce que généralement, on aime parler des catchs des receveurs qui sont impressionnants et où ça fait le show. Et là, pour une fois, on a eu la même chose, mais à l'inverse, au côté défensif. Moi, c'était pour parler de l'interception de Cam Taylor-Britt lors du match Bengals-Chiefs. Donc là, pour remettre dans le contexte, on est à la fin du 3e quart-temps. Les Chiefs sont à l'attaque en seconde et 14. Mahomes, si je crois bien, il est au niveau de sa ligne des 30 yards. Et du coup, il lance une passe du côté de Worthy. Et du coup, c'est Cam Taylor-Britt qui arrive et qui nous fait une sorte de Odell Beckham Jr., mais version interception, version je te prends la balle et puis basta. Donc déjà, allez voir. Il y en a plein avec en plus différents points, différents angles de vue. Donc allez vous régaler avec cette action. Elle est magnifique. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est
j'aime bien dans les sports et surtout dans les sports américains, ils ont ce côté trash talk avant les matchs pour se défoncer à coups de caméra et de micro entre eux. Mais des fois sur le terrain, c'est pas pareil, c'est pas la même et ça répond pas autant. Et là, du coup, 2-3 jours avant, Kem Taylor Britt, il avait quand même lâché une petite bombe sur Worthy en disant que ouais, le gars était pas mal, mais il avait juste la vitesse pour lui. Et ben, du coup, il a répondu, il lui a savamment volé la balle. Donc voilà, j'aime bien quand la parole vient avec les actes. Donc voilà, il a répondu présent, il a fait un gros match, il a fait une magnifique action. Et les Bengals sont pas passés loin de la victoire. Alors après, voilà, à la fin, il y a une faute. Certains diront qu'elle est fatale pour les Bengals, et puis d'autres se diront que non. Mais ça, on laisse l'arbitrage d'amateur, comme dirait Doug sur le premier rewind, parler. Non, mais clairement, pas envie de rentrer dans ce sujet de l'arbitrage parce qu'on pourrait le faire toutes les semaines, mais c'est vrai que entre cette action-là et le holding de Sauce Gardner contre les Titans sur le dernier drive, enfin, au bout d'un moment, il faut que la NFL le dise clairement si elle a envie que certaines équipes gagnent plus que d'autres. Là, moi, je suis fan ni des Chiefs ni des Bengals, donc et c'est pas les Titans qui vont se mêler dans cette lutte. Donc, je viens en tant que spectateur neutre, mais franchement, je suis fan des Bengals. Je suis frustré, hein. Les Chiefs, ils gagnent ce match, en plus avec un Mahomes vraiment pas génial du tout. Ouais. C'est assez dommage qu'un match se joue là-dessus, quoi. Assez frustrant. Mais ça nous fait des matchs serrés, et t'en avais parlé un peu dans ton résumé de la semaine très. Moi, c'est vraiment le point sur lequel je voulais insister dans mon gros dossier. On compte pas moins de 12 matchs cette semaine avec 7 points d'écart ou moins. Et en fait, quand j'ai fait ce constat-là, quand je me suis baladé dans les scores, j'étais en train de me remémorer ce que j'avais vu, je réanalysais les stats à froid, je me refaisais certains résumés de ce que j'avais moins vu. Je me disais, mais en fait, j'ai été en haleine tout mon dimanche soir. Il n'y a pas de moment où je me suis ennuyé, mais parce qu'il y avait très peu de matchs qui étaient morts au milieu du troisième quart à cause d'un écart conséquent de deux équipes. Et ouais, quand j'ai fait le compte, 12 matchs sur les 16, du coup, qui se jouent à 1 TD d'écart au maximum, dont certains qui se jouent à 1 ou 2 points, quoi. Je trouve ça exceptionnel. Je ne sais pas si c'est amené à durer. On est encore sur un début de saison où il y a du rodage. J'ai l'impression que parfois les défenses ont encore un peu le pas sur certaines attaques. Il y a quelques coups d'éclat, surtout du côté des Saints, mais sinon, il n'y a pas tant de gros scores ou d'attaques qui met des points en profusion. Mais j'ai aussi l'impression que ça vient un peu d'un petit changement mental. Je m'étais fait la réflexion, mais même sur... ça vaut pour plusieurs sports, en fait. Pour ceux qui suivent la NBA, l'année dernière, dans la conférence Ouest, c'était très, très serré. Il y avait 10 ou 11 équipes qui globalement ont fini en positif et avaient un niveau qui, il y a 10 ans, leur aurait permis de faire les playoffs. Pour ceux qui ont regardé l'Euro de foot cet été, les petites équipes venaient moins flipper pour jouer contre des grosses équipes. Et j'ai l'impression qu'on est dans une période de sport où les petites équipes viennent avec moins de complexes contre les grosses équipes. Et j'ai l'impression que dans les sports américains, ça se ressent tout particulièrement. Donc voilà, j'espère que ça va continuer parce que quand tu es sur la série des matchs de 22 heures, que tu n'as plus que 3 ou 4 matchs et que tu as des matchs encore serrés, ça fait plaisir. Parce que quand tu arrives à la mi-temps et qu'il y a 3 TD d'écart partout, j'avoue que tu te dis, la deuxième mi-temps, je me la ferai en résumé dans le condensé, quoi. Là, je tiens jusqu'au bout de la nuit devant ma télé, quoi. Donc ouais, très très content de voir ça. Et ça fait des gens improductifs le lundi matin, voilà. Exactement. 2 semaines de NFL, 2 semaines où je suis en télétravail le lundi. C'est bien calculé tout ça. Justement, on va essayer de donner des évaluations et je vais prier pour que la mienne reste très positive dans mon environnement professionnel. On va quand même parler d'équipe NFL. Donc les tops, les flops, on va commencer avec les tops et je vais redonner la main à Anto puisqu'il va nous parler des cards qu'on a déjà évoqués. Ouais, bah oui, on l'a déjà évoqué, mais moi je voulais la mettre en top équipe, hein, les Cards. Donc on rappelle, victoire 41-10 face aux Rams, rival de division en plus. Les Cards en 1-1.
qui commence bien. Alors, l'année dernière, les Cards, c'était l'équipe qui perdait quasiment tout le temps, mais qui était agréable à regarder jouer. Et j'ai l'impression qu'on est sur cette même continuité. Donc voilà, l'oiseau commence à s'envoler doucement mais sûrement. Non, c'est plaisant offensivement. Cette semaine, parce qu'on le disait, hein, peut-être le talon d'Achille quand même des Cards pour cette saison, on avait peu de doutes au niveau de l'attaque, mais on avait peur au niveau de la défense. Là, la défense, alors les Rams, bon, bref, ils sont décimés aussi. C'est aussi un point à noter. Mais ils prennent que 10 points. Donc, niveau défensif, c'est très intéressant. Kyler Murray, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Jérôme, moi, j'adore. Voilà, physiquement, il est puissant. Il a une bonne vision. Il a un bon QI foot. Juste, c'était l'état d'esprit, moi, qui me laissait un petit peu perplexe à ce niveau-là. Et j'ai l'impression, depuis qu'il est revenu de sa grosse blessure, l'état d'esprit, il est 100% positif. Il est 100% impliqué. Et ça fait plaisir. Forcément, la connexion avec Marvin Harrison, ça arrive. Et ça aussi, c'est plaisant. Il y a toujours la connexion avec Trey McBride aussi, le tie-end. Hein. L'année dernière, c'était un petit peu le receveur phare. Et puis, il avait explosé en fin de saison. Et là, il continue et ça fait plaisir. Et puis, toujours James Conner aussi pour amener de la pression sur le jeu au sol. Pareil, un petit feu follet. Donc, non, vraiment, vraiment très, très content. Et puis, pour parler de la défense, hein, un petit Buda Baker qui a fait aussi son match au niveau des tacles, aussi une passe défendue, ouais, c'est ça. Et puis, Dennis Gardeck, le linebacker, qui a fait aussi un très, très gros match. On parlait tout à l'heure de Hutchinson et ses 4,5 sacs. Gardeck, là, c'est 3 sacs sur ce match. Donc, vraiment très impressionnant. Voilà, c'est une équipe. Tu vois, c'est comme tu disais juste avant, les petites équipes. C'est une équipe, elle connaît ses forces, elle connaît ses faiblesses, mais elle y va à 100%. Elle n'est pas complexée. Les joueurs, ils se donnent. À la clé, ils ont peut-être un contrat soit pour une autre franchise, soit avec les Cards plus tard. Les gars, ils y vont, ils n'ont pas peur. Et ça donne une équipe décomplexée et qui va taper et qui est presque en positif. Ouais. Et à Arizona, ça va très bien depuis que Kyler Murray a posé la PlayStation pour reprendre le playbook. Ouais, c'est ça. Non, mais l'état d'esprit, je trouve, ça fait tout parce qu'il avait tout avant pour lui. Physiquement et au niveau de la vision de jeu, du QI football et tout, il les avait. C'était juste vraiment l'état d'esprit. Tu avais l'impression que c'était un gamin un peu pourri gâté qui s'en fichait. C'est bon, il avait son chèque, mais il préférait les jouer à Call of. Donc voilà. Et là, il a l'air vraiment impliqué. Et ça, vraiment, tu sens la différence du mec. Et disons un truc aussi, hein, juste, je me permets, mais ouais. Disons un truc aussi, c'est que Marvin Harrison Jr., en fait, la connexion, pour l'instant, elle est qu'à 50%. Parce que là, Marvin Harrison, il fait ses stats sur quoi ? Sur les 3 premières minutes de match ? Genre vraiment, hein. Ouais. Il est à 4 sur 8 au niveau des réceptions. Il y en a 2 grosses dans les 2 premières minutes de match. Il met ses 2 TD. Au final, il fait 130 yards sur 4 réceptions. Le gars, il n'a pas joué tout le match, quoi. Donc, quand ça va y aller et quand ça va aller très loin, ça peut devenir très, très fort, quoi. Marvin Harrison a d'ailleurs dit en conférence de presse, il n'a pas souligné le début de connexion. Il a dit Kyler a raté 4 passes. C'était 4 passes envers moi. Genre, il y a de la marge pour s'améliorer, quoi. Ouais, tu sens le mec qui a la dalle. En tout cas, Anto, tu as décrit chez les Cards une équipe qui savait ses forces, qui était disciplinée. Je crois que la description que tu as fait s'applique aussi aux Raiders. Et donc, je te laisse la main, Trey. Ouais, alors écoutez, moi les Raiders, ça fait partie, c'est une équipe que j'ai toujours appréciée depuis très longtemps maintenant, et j'ai beaucoup aimé ce petit upset qui s'est produit là avec un Davante Adams retrouvé, du coup un Gardner Minshew qui a pris le poste tranquille de QB qui est pas inquiété plus que ça, et qui nous sort un 30 sur 38, 276 yards. Voilà, c'est extraordinaire. La moustache qu'on aime, bon, comme celle de Anto, bien sûr. Mais on l'a tous aujourd'hui, c'est presque un hommage. C'est vrai. Donc non, mais Gardner Minshew incroyable avec un Davante Adams retrouvé. Il y a longtemps qu'on avait envie d'avoir Davante Adams comme ça. En plus, fun fact, moi j'ai regardé Receveur de Netflix là il y a pas si longtemps, et j'aimais bien Davante Adams, mais voilà, et je l'ai adoré. Je trouve que c'est un mec extraordinaire avec un cœur énorme, un vrai papa, etc. Il m'a beaucoup plu dans le documentaire, et voir les galères par lesquelles il est passé la saison dernière avec toutes ses blessures,
blessures, ces gènes et tout qu'il a eu, il a quand même vachement subi. Et je sais qu'en tant que spectateur, on avait tendance à dire ouais, il est cramé. Mais franchement, si on peut retrouver un peu Davante Adams comme on l'a eu ce week-end, je pense que ça peut encore faire très mal. Et attention aux Raiders parce que les surprises pourraient y en avoir plus d'une, quoi. Et j'ai pas souligné Brock Bowers. Je voulais dire aussi Brock Bowers, 9 réceptions, 98 yards. Voilà. Moi, j'avais misé, j'avais dit lui à la draft, attention au tight end que ça va devenir. Voilà, deuxième match déjà, il fait presque 100 yards. Bon, voilà. Il est intenable. Je vois des caractéristiques chez lui qui... En fait, c'est sa maturité pour le poste. Souvent, on dit que les Titans, ça commence tard. J'avais souligné en avant-saison que à ce poste-là, les joueurs venaient de plus en plus préparés. Comme là, on a une génération de jeunes Titans qui est très très bonne. Tu as cité McBride tout à l'heure, Anto. Là, on a Bowers, un Laporta qui a fait une grosse saison l'année dernière. Enfin, là, même Hawkinson qui n'est pas vieux. Enfin, on a un paquet de noms. Avant, faut vraiment se dire, c'était un poste où les vrais bons receveurs émergeaient bien plus tard que ça, quoi. Et là, moi, Bowers, je suis impressionné. J'ai eu des flashs, je plissais les yeux, je voyais Kelsey, quoi. Franchement, c'était assez impressionnant. J'ai dans ma top équipe le même profil d'équipe que vous, vraiment. Là, on a décidé de récompenser un peu ces élèves là qui ont une petite mention assez bien, qui sont sérieux, qui se donnent bien comme il faut. Je mets les Vikings qui ont battu les Niners. C'est quand même un exploit majuscule. Ils ont fait un match incroyable. Alors, certes, les Niners, il n'y a toujours pas CMC. Ils ont perdu Debo sur blessure, mais franchement, ça reste une équipe. On l'a bien vu sur la semaine 1. Jordan Mason, au sol, il fait 5 yards par portée tellement que la ligne offensive est forte. Il y a quand même du monde autour. Il y a du Kittle, il y a du Ayuk. Enfin, c'est une équipe qui est censée être vachement supérieure aux Vikings. Et là, j'ai vu un Sam Darnold, mais serein. Quand tu as une cible comme Justin Jefferson, ça aide beaucoup. Il a fait une des actions qui est déjà l'une des actions de la saison. TD de 97 yards. Darnold lui lance une passe hyper longue, pile poil au bon endroit. La passe, elle est incroyable. Puis bon, Jefferson qui gagne un 1 contre 2, voilà. Est-ce que ça nous surprend encore? Mais au-delà de ce côté spectaculaire, parce que Jefferson est sorti légèrement blessé et Darnold a continué son beau chantier, c'est la défense qui est complètement incroyable chez les Vikings. C'était déjà le cas l'année dernière avec une attaque qui tournait pas si bien. Mais alors là, ça se voit vraiment. C'est bien coaché depuis que Kevin O'Connell est là-bas. C'est un top coach. Il a très clairement gagné son duel contre Shanahan cette semaine. Il n'y a même pas photo quand on voit la différence entre les deux effectifs. Et voilà, franchement, obligé de le souligner parce que oui, il y a des beaux noms dans cette défense des Vikings, mais allez voir la feuille de stats, que ce soit au niveau des plaquages, au niveau des sacs, au niveau des passes défendues. Tout le monde a mangé. Le danger, il venait de partout. Et mettre une incertitude comme ça face à une attaque comme celle des Niners, c'était à souligner. Franchement, j'étais vraiment halluciné. Il va être l'heure de donner des mauvais points cette fois. On passe du côté des gens un peu tristes. Très, je vais te rendre la main puisque je vois que tu ne peux pas faire le deuil de tes Giants. Mais non, t'as envie mais de non. jusqu'au bout. Donc, non, je te laisse compléter. Du coup, ça sera évidemment rapide parce que pour moi, le flop de la semaine, c'est les Giants. Parce que, alors je sais, on peut dire ce qu'on veut, les Panthers, machin, truc, mais en vrai, enfin, on peut pas faire ça, on peut pas perdre ce match comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, je le vis presque comme une humiliation en fait, parce que oui, un match de football, ça se joue autant sur des petits détails comme des field goals que sur des touchdowns. Mais à ce niveau-là, pour moi, c'est vraiment, c'est plus une contre-perf, quoi. C'est vraiment une erreur professionnelle, quoi. Donc non, je digère pas cette défaite. Je digère pas ce match. On doit aller le chercher. Aujourd'hui, en fait, on est à 0-2. Alors les Vikings surprenants, tu viens d'en parler, Sam Darnold surprenant, c'est ce qui me pousse d'ailleurs, Sam Darnold à dire venez on va chercher Bryce Young quoi, finalement, parce qu'on a l'impression un petit peu qu'il y a toujours cet aspect, et ça a été un sujet d'ailleurs cette semaine, les QB qui reviennent un petit peu, qui ont été galvaudés, qui reviennent dans une équipe et qui explosent.
C'est un peu le sujet et on se demande vraiment s'il y a que des mauvais QB en fin de compte ou voilà. Et là, du côté des Giants, c'est exactement ça. C'est-à-dire que jusqu'où ira Daniel Jones, peut-être qu'on le verra un jour ailleurs et puis qu'il fera mieux que ça. Mais moi, je trouve que c'est toujours pas l'assurance qu'on attend, malgré toute sa rééducation, tout ce qu'il a fait pour revenir au niveau. Voilà, il a un gros contrat et aujourd'hui, on peut pas se satisfaire de ça à ce niveau-là et on peut pas se satisfaire de perdre un match pareil. Intéressant ce que tu dis sur les QB à la relance. Je l'ai vu passer sur Twitter. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Elio, notre camarade du Trick Play et fan des Saints aussi, qui allait de son petit tweet, si mes souvenirs sont bons, et qui a parlé du cas Justin Fields, et qui disait quand on voit Fields, c'est peut-être pas parfait, mais genre chez les Steelers, ça gagne, et du coup, il posait la question, est-ce que ça vient pas aussi vachement du coaching? Et souvent, on a tendance à taper sur le quarterback très vite, mais si c'est des mecs qui sont soit draftés très haut, soit qu'on lance en tant que titulaire, c'est quand même qu'il y a un bout de talent chez eux. Que tu aies un échec avec un QB du 4e, 5e tour qui est plus un pari, why not? Quand tu draftes un QB au premier tour, en général, c'est que le mec s'est lancé 2-3 ballons. Et alors après, je dis pas que les QB ont zéro responsabilité là-dedans. Il faut savoir passer le cap, il y a de l'adaptation. Des fois, tu es très bien coaché et malheureusement, c'est juste le joueur qui est un poil léger. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien de se poser la question et de pas enterrer directement le QB en disant non mais le mec, il est naze, il fera jamais rien. Donc ouais, je trouve ça intéressant ta réflexion. Et pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, de toute façon, ils le savent, je milite pour qu'on laisse du temps aux jeunes joueurs. Franchement, c'est pas un cadeau de lancer un QB comme ça. Là, on voit Caleb Williams, il a des tonnes d'armes et il s'en sort bien parce qu'il a des tonnes d'armes et une bonne défense. Mais ses prestations, elles sont nulles. Caleb Williams, c'est nul depuis le début de la saison. Ce qu'il fait, c'est ultra light pour un QB titulaire. Pour l'instant, ça se voit pas trop, on tape pas dessus parce qu'à côté, il y a des mecs vraiment au fond du trou. Mais il va pas falloir tarder à ouvrir le dossier parce qu'ils vont pas gagner avec un Caleb Williams comme ça. Et c'est pareil pour Jaden Daniels, parce qu'il a été très bon encore ce week-end, mais tu sens qu'il y a des fois où ça passe à travers. Mais pourquoi ? Parce que voilà, c'est des jeunes joueurs qui viennent d'arriver, il faut leur laisser le temps. Le problème, c'est que si t'es pas dans les bonnes circonstances et que t'as pas le temps, ça marche pas. C'est le côté, je pense, c'est le côté aussi un peu sombre parce que pour beaucoup, nous on le répète aussi assez souvent, le poste de quarterback, c'est quand même le poste avec le plus de pression, avec le plus d'attente au foot US. Mais pour beaucoup aussi, c'est sûrement le poste en tout sport confondu où il y a le plus de pression et le plus d'attente. Donc il y a ce côté-là, et de toute façon, c'est le côté un peu pervers du sport, parce que c'est comme aujourd'hui, tu vois, tout à l'heure, tu faisais des petits parallèles avec d'autres sports, GG. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, au foot, enfin au soccer, mais voilà, vous m'avez compris. Tu demandes à des mecs de plus en plus jeunes maintenant qui sont achetés des centaines de millions alors qu'ils ont à peine 16 ans et qui te plantent 50 buts à la saison parce que tu as commencé à t'habituer avec des Messi, avec des Ronaldo et être comme ça. Et aujourd'hui, voilà, des quarterbacks qui ont des salaires aussi, on en parlait, avec les contrats qui explosent. Et puis, on attend des fois d'un quarterback, quand il arrive, qu'il change la face de sa franchise. Que ouais, en fait, c'est le côté pervers du truc, c'est qu'on leur met tellement de pression que dès qu'ils font un match plutôt moyen, on va les critiquer. Et même pour eux, je pense, après, ils y pensent. Pour moi, Bryce Young, par exemple, tu vois, tu le disais tout à l'heure, très. Pour moi, Bryce Young, il est foutu déjà parce qu'en fait, il a eu tellement de pression que tu le sens sur le terrain. Le mec, il est pas bien. Je veux dire, il pense déjà au tweet, il pense déjà à la conférence de presse de sa passe, et du coup, sa passe, elle est foirée, et après, il se prend un saut de merde sur la tronche. Et c'est pour ça que le changement d'environnement, comme on en parlait juste avant, c'est parfois la bonne solution. Parfois, tu as besoin d'un nouveau start qui te remet la tête à l'endroit. Tu vois, peut-être que ces mecs-là, tu les mets dans une franchise très très bien conduite. Genre, est-ce que demain, Bryce Young à la tête des Niners, est-ce que c'est un QB qui tourne, tu vois? Est-ce qu'il fait le même taf qu'un Purdy? Peut-être, en vrai, peut-être. Parce que si tu es protégé, que tu as du temps, que tu as des armes autour de toi, s'il a du talent, le mec, il va prendre confiance. Peut-être qu'il va compléter des passes de plus en plus dures et que ça va le faire. On n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est dur de taper sur des joueurs si jeunes, quoi. Et vous en pensez quoi? Parce que c'est souvent une institution du côté des Eagles de mettre en couveuse les rookies. C'est souvent, à part cas exceptionnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est plutôt bon, du coup? Est-ce qu'il faut...
On en avait parlé en avant-saison, hein, mais Ça dépend du typiquement, le cadre. modèle. Ouais, ça dépend du cadre, mais typiquement, moi, c'est l'exemple un peu facile, mais tu prends le modèle Packers, ils sortent Rodgers qui a dormi derrière Brett Favre et derrière Jordan Love, encore à confirmer, mais qui a fait une bonne première saison de titulaire derrière Aaron Rodgers. Oui, tu te poses la question de s'il n'y a pas un schéma assez cohérent quand la structure est là. Mais après, c'est ce que tu allais dire, très. Ça dépend du cadre. Quand tu draftes un QB très très haut parce que ta franchise est nulle, que t'es pas attractif et tout, t'as envie de le mettre sur le terrain, quoi. Ouais, et puis est-ce que. Enfin, ça, comme je dis, ça dépend du cadre parce que. Je sais pas, chez les Giants, Daniel Jones, quand il arrive, on n'a pas encore les Manning, non? Ou c'est déjà fini? Je sais plus. Il fait pas sa première saison derrière Eli? J'ai un doute. Ou je me Non, plante, peut-être c'est non, peut-être ouais, je crois pas. non, c'est peut-être un autre joueur, je mélange peut-être. Mais en tout cas, tout ça pour dire, le cadre est important parce que, enfin, je veux dire, tu peux mettre Bryce Young en couveuse là, si tu veux, chez les Panthers. Il va ressortir quoi? Enfin, il faut avoir un QB devant qui fasse le taf et qui soit un donneur d'exemple aussi. Donc, je pense que malheureusement, ça dépend de plein de choses. Et aujourd'hui, si tu peux te permettre de mettre un joueur de côté et là je vais faire coucou les Pats avec Drake May dont je parlerai après je pense, mais si t'as l'occasion de le faire, ok, why not, mais au bout d'un moment je sais pas, il faut prendre les bonnes décisions, c'est pas toujours évident. Et est-ce que vraiment c'est pas une question de temps parce qu'on est toujours pressé, on a toujours l'horloge qui tourne, un peu comme dans le foot européen, on veut toujours virer les coachs au bout de 3 matchs perdus. On laisse pas de temps en fait aux joueurs, donc faut accepter aussi des fois de balancer une saison et de dire bon on gagnera pas cette saison, mais par contre on prépare la suite quoi. Ouais, bah après, c'est toujours ce qu'on dit, hein, c'est beaucoup plus facile de notre position d'analyste. Est-ce que, voilà, en tant que GM ou proprio ou coach d'une franchise, on ferait les mêmes choix? Ça, C'est sûr. rendez-vous sur Madden. Anto, je vais te redonner la parole. Flop équipe, dans la même division que la mienne, ça me fait plaisir. Tu as mis les Jaguars. Ouais, j'ai mis les Jaguars. Les Jaguars, alors j'en attendais, non, peut-être pas. J'en attends beaucoup cette saison. Le problème, c'est que là, à l'entrée de la week 3, ils sont en 0-2 et c'est l'inconstance de chez l'inconstance. En fait, ils ont eu un peu l'effet inverse de ce qu'ils ont eu sur le premier match, c'est-à-dire que du côté, lors de la première semaine contre les Dolphins, ils avaient très bien démarré, et puis s'étaient écroulés en seconde mi-temps. Et là, c'est plutôt l'inverse. Ils ont très mal démarré et puis ils sont un petit peu réveillés en seconde mi-temps, mais c'était trop tard. Et puis les Browns ont fait parler leur talent et ont réussi aussi à les étouffer pour pas qu'ils reviennent. Pas qu'ils reviennent. Et voilà, et c'est ce problème en fait. Les Jaguars, chaque saison là, depuis Trevor Lawrence et puis depuis Doug Peterson, c'est en dents de scie. C'est un coup ça va, un coup ça va pas, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Et, euh, et non, et c'est un peu saoulant en fait. Et là, ils sont en 0-2, ils auraient pu très bien être en 2-0. Franchement, ils en avaient les capacités. Et encore une fois, c'est un match, voilà, Trevor Lawrence, il a moins de 50% de passes réussies. Il a un 14 sur 30. C'est au niveau de sa classe. Il a signé un contrat XXL. À un moment, faut lancer, mon gars. Travis Etienne, pareil, au niveau du jeu au sol, il a été totalement invisible. Bon, on sent aussi pour le jeu de passe que Evan Engram manque parce que la connexion entre le quarterback et puis son tight end était présente. Bah là, il n'est pas là. Mais pourtant, Brian Thomas, Brenton Strange et puis Gabe Davis, ils font leur match avec leurs stats. Mais ça fonctionne pas. Et puis pareil, en défense, ça veut pas. Josh Hines-Allen, il est pas encore dedans alors que va enclencher la seconde. Et ça montre Voilà, moi je regarde les matchs des Jaguars. Pour l'instant, je reste sur ma faim. Tu vois, j'ai un goût d'inachevé. Et tu vois, dans cette AFC Sud, les Texans, ils sont déjà envolés parce qu'ils sont à 2-0 et tous les autres, ils sont en 0-2. Mais dans les 3 équipes, les Colts et les Titans me hype plus que les Jaguars pour l'instant. Ouais, non, bah, franchement, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Je pousse même plus loin l'interrogation. En plus de ces 2 premiers matchs, même la saison dernière, je me demandais où était le problème. Et les Jags, c'est peut-être une des rares équipes où j'avoue que je n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. J'ai pas l'impression que ça vienne que de Trevor Lawrence.
La saison dernière, on le voyait même en dehors de Kirk, et même avec lui, des fois, c'était hyper compliqué je sais pas, dans la connexion, dans la façon dont le jeu offensif se déroule, dans les appels de jeu. Quand tu soulignes le manque de hype, là où je te rejoins, c'est que j'ai cette même sensation de quand je les regarde, je prends pas de plaisir parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Vraiment, cette équipe me perd complètement. Et du coup, ça en fait, comme tu l'as dit, hein, et ça va rejoindre mon flop, je vais parler de mes Titans, mais on a 2 équipes en 0-2 qui pourraient être en 2-0. Là où les Titans, tu comprends où est-ce qu'ils ont perdu les matchs. Tu as 2 grosses erreurs individuelles, une sur chaque match de Will Levis. Il n'y a pas que ça, mais très clairement, tu gommes ces deux-là, tu es en 2-0. Autant chez les Jags, ça se joue toujours à très peu, et tu as vraiment l'impression que dès qu'il y a un grain de sable dans la machine, tout s'écroule. Genre, je ne comprends pas. Moi, j'ai un truc à rappeler, juste, on attrape ma veste et on me traite de fou à chaque fois que je le dis, mais Trevor Lawrence et Daniel Jones ont des statistiques assez similaires. Ouais. Voilà. Ouais, mais tu vois, j'ai quand même l'impression... Je lâche mon info, c'est tout. Non, je suis d'accord. Sur l'analyse purement statistique, ça peut se tenir. J'ai quand même l'impression que chez Trevor Lawrence, il y a du meilleur matériel. Non, mais je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire, mais là, on est en train vraiment de parler de l'impact de Trevor Lawrence, où on l'a déjà dit, hein, ici même, en plus, que Trevor Lawrence, jusqu'alors, il est bien payé, il est pas du tout inquiété par qui que ce soit, il est jamais remis en cause. Pourtant, il est pas exceptionnel. Moi, je ne tremble pas quand je vois Trevor Lawrence sur un terrain. Et sincèrement, je ne comprends pas qu'on remette pas ce gars en cause. Enfin, et après, peut-être très bien, parce qu'au final, on disait quand même tout le contraire juste avant, c'est laisser le temps aux gens. Et lui, il a du temps, et j'ai pas l'impression que ça s'améliore. Donc, quid. Il est arrivé quand même avec un statut qui n'est pas celui de Daniel Jones, je tiens à le dire. Oui. Donc, voilà, disons-le, hein. Faut dire mais ça stagne. Que prospect générationnel. Lui, typiquement, j'espère qu'on le verra dans une autre franchise, quoi. Parce que. Après, un truc que j'ai envie de souligner quand même, parce qu'on en parle beaucoup, et malheureusement, c'est un sujet autour des QB. On parle des salaires. Alors, bien sûr, ils ont des agents qui vont les négocier. Et je rappelle que les gros salaires, c'est surtout de la faute des franchises qui sont prêts à leur filer de l'oseille comme ça. Que tu donnes, j'ai plus les chiffres exacts, hein, mais environ 50 millions à Trevor Lawrence, ou 50 millions à Tua, ou 50 millions à Jordan Love, franchement, autant prendre une carabine chargée, se la mettre sur la tempe, c'est pas le même résultat. Surtout qu'on sait très bien qu'une fois qu'un joueur a touché un gros billet, on ne le voit plus. Non, mais je veux dire, en fait, même s'il venait à confirmer, genre, donne-lui l'argent une fois qu'il a confirmé, pas sur des promesses. Alors oui, tu peux te dire, ouais, mais Jacksonville, est-ce que c'est un marché qui va attirer? Si on le prolonge pas avant, qu'il se sent pas respecté, il va s'en aller. Au bout d'un moment, si le mec, il a pas confirmé, et que toi, de ton côté, t'es pas capable de créer un minimum de fidélité pour lui dire, écoute, on sait qu'on arrive en bout de contrat à rookie, on va peut-être te taguer un an, prouve-nous que tu peux le faire, et nous, on n'aura aucun problème à te donner vraiment beaucoup d'argent. Je veux dire, c'est plutôt juste, quoi. Demain, si on va voir un patron et qu'on lui dit « Excuse-moi, je veux une augmentation », et qu'il te dit « Écoute, tes résultats sont un peu à chier », ça va être compliqué de légitimement dire « Ouais, mais quand même, il y a des promesses, alors vas-y, quoi. » Enfin, vraiment, les franchises qui donnent des énormes contrats au QB, je capte pas. Vraiment. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez un avis contraire dans les commentaires, parce que vous pensez que même quand la confirmation n'est pas totalement arrivée, c'est tellement dur de trouver un franchise QB que ça peut s'expliquer. Mais j'avoue que moi, j'ai du mal à adhérer à cette théorie, quoi. Et du coup, mes Titans, j'ai commencé à l'évoquer, je ne vais pas faire très très long dessus. Flop, parce que encore une fois, on lâche un match qu'on pouvait gagner sur des erreurs individuelles. Je l'ai déjà dit plus tôt, on n'est pas aidé par l'arbitrage, mais franchement, on peut se mettre à l'abri avant. C'est dommage, il y a des belles choses. La passe que Will Levis il complète pour le TD de Calvin Ridley, elle est incroyable. Il y a 2 joueurs en couverture, la balle, elle arrive pile poil dans la fenêtre où elle doit arriver. Il est capable de ça, mais encore une fois, il perd un ballon qu'il ne doit pas perdre. J'ai de bon espoir sur lui. Je dirais que ce qu'il sauve, c'est d'être à Tennessee, qu'il n'y a pas trop d'attentes, et que du coup, avec les daubes que nous pondent Bryce Young ou Daniel Jones, il s'en prend un poil moins dans la tête que certains, même si ça commence à monter. Mais vraiment, j'espère qu'il ne va pas sombrer mentalement, parce qu'il y a des promesses, là, pour le coup.
Il est encore en contrat rookie, c'est que sa 2e année, donc il coûte rien, il y a encore le temps de le tester. J'ai de l'espoir, mais là, vraiment, j'étais frustré après ce match. C'était vraiment un mélange d'éléments. Mais aussi le fait que la franchise, du coup, avec le call arbitral, je la trouve pas respectée. Mais voilà, c'est le constat qu'a fait Anto. C'est une équipe qui pourrait être en 2-0, comme les Jags. Et nous, c'est vraiment des petites erreurs individuelles, enfin des grosses erreurs individuelles, mais c'est pas un problème systémique, quoi. La défense est là et fait le boulot. L'attaque, elle est capable de dérouler des choses. Maintenant, il faut faire attention au ballon. C'est vraiment limiter ses turnovers et on pourra gagner des matchs. On a terminé de donner les mauvais points. On va pouvoir aller tranquillement vers déjà la semaine 3, messieurs. Je déteste, le truc que je déteste faire dans les rewinds, déjà annoncé la semaine d'après. On attend tous la NFL pendant 7 mois. Et là, j'ai déjà l'impression qu'on est en train de l'aspirer à une vitesse énorme. Bientôt les playoffs, les gars. Eh bien, profitons-en entre deux équipes qui, pour l'instant, en étant un partout, sont à la lutte. En tout cas, dans leur division, on a les Patriots qui vont sur le terrain des Jets. Après avoir eu les Dolphins et les Bills jeudi dernier, on a les deux autres équipes de la division en Thursday Night Football. Assez marrant de voir que la programmation NFL leur permet de jouer comme ça 2 semaines de suite avec une bonne visibilité. Comme je l'ai dit, 2 équipes en un partout. Et toi, Trey, on a parlé jeune quarterback, il y en a un que tu as envie de voir sur le terrain. Ouais, bah écoutez, j'ai respecté le choix des Pats au départ de mettre Brissett titulaire, mais honnêtement, force est de constater sur ces 2 matchs que c'est pas incroyable. Alors, est-ce que ça sera mieux avec Drake May? Je sais pas, mais est-ce que ça sera pire? Voilà. Je trouve que Brissett n'apporte pas grand-chose. Alors, il est peut-être plus sûr parce que plus d'expérience, ok. Pour autant, ça a jamais été un quarterback hyper précis. Je trouve un peu brouillon. Je sais pas, je suis pas convaincu vraiment. Je suis toujours pas convaincu. Et puis, Drake May a une capacité peut-être à se mouvoir un petit peu plus. Et du coup... j'estime que il est peut-être temps de se poser la question au bout de 2 matchs. C'est peut-être peu, surtout qu'on est en 1-1, on n'est pas en 0-2. Donc bon, ça va peut-être un peu vite, mais disons que moi, il me vend pas de rêve. Donc j'ai hâte de voir Drake May à la baguette. J'avais déjà hâte bien avant la saison, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner parce que il y a quand même des qualités dans cette équipe. Vraiment, je sais plus, j'ai vu vite fait le résumé et je me suis fait un peu la réflexion là contre Seattle. Je me suis fait un peu la réflexion de me dire c'est un peu dommage parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a de la qualité. On a Hunter Henry qui est à 109 yards, on a Jalen Paul qui est là. Là, il capte que 2 ballons sur ce match, mais il a l'air d'avoir énormément de qualité. Il a l'air d'être libre quand même régulièrement. Je veux dire, voilà, ces joueurs-là, il faut aller les chercher et si Brissett n'est pas capable de le faire, bah, il faut mettre Drake May. Et voilà, ça c'est du côté des Patriots et du côté des Jets. Pour moi, c'est pareil. Il faut remettre Aaron Rodgers parce que je suis désolé, j'ai du mal à le voir sur le terrain. Je suis désolé, mais bon, quand on voit la fiche de stats, c'est quand même fou. J'ai une stat qui est presque effrayante, les gars, quand même, sur le match là contre les Titans. Du coup, quand même, on a Breece Hall qui prend 7 passes. Ok, le running back, Breece Hall, on est d'accord. Il prend 7 passes. Garrett Wilson, Mike Williams, Allen Lazard, Tyler Conklin, Malachi Corley en prennent 8 au global. Donc Breece Hall prend autant de passes quasi que tout le corps de receveur. Je veux dire, à un moment, c'est pas normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça joue petit bras, ça veut dire que ça veut assurer le truc, ça prend pas de risque. Et c'est pas du Aaron Rodgers pour moi, ça. Donc voilà, j'ai hâte aussi de voir un Aaron Rodgers qui va être un peu plus en forme que ça parce que pour l'instant, on attend toujours de voir les Jets qui sont censés être les Jets, quoi. On attend. Breece Hall qui capte quand même une belle passe pour TD Oui. en position de receveur, ce que Saquon Barkley n'a pas réussi à faire quand même, je tiens à le souligner. Disons-le. Non, mais les Jets, on en attend beaucoup plus. C'est presque rassurant qu'ils soient en un partout avec un niveau pas encore concluant. En tout cas, pour compléter ce que tu disais, Trey, et je me fais le porte-parole de PA,
Je crois que lui aussi, quand il regarde en détail les matchs de ses Patriots, il voit que Brissett lâche pas le ballon au bon endroit, dans le bon timing, qu'il oublie beaucoup de receveurs libres. Et pour moi, en fait, les Pats, il y a une seule question à se poser, c'est quel est l'objectif de la saison. Si en fait, ce groupe-là, tu as envie de te dire en fait, ce qu'on voit, c'est pas si mal, ça avance comme ça, la défense pour l'instant, notamment contre la course, elle fait le taf, l'attaque pour le tout au sol et de temps en temps, je complète une passe, ça permet d'aller chercher des matchs. Et qu'en fait, tu as envie d'être compétitif, je suis pas sûr que tu lances ton rookie. En revanche, si tu as déjà conscience qu'il y a de grandes chances que tu perdes des matchs, et qu'en fait, l'équilibre global de l'équipe fait que tu peux lancer un rookie de façon plutôt sereine, autant le lancer le plus tôt possible, quoi. Mais là, il y a que les Pats qui peuvent répondre à cette question. Je te vois pas totalement d'accord, Anto. Dis-moi. Non, 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 mais j'écoute. Moi, je suis d'accord pour le lancer, mais tu vois, par exemple, si je me suis mis un peu sur le calendrier, peut-être attendre quelques semaines parce que tu vois, ça va enchaîner Jets, 49ers, Dolphins, Texans. Tu vois, je suis pas sûr que ça soit le bon moment pour l'envoyer, Drake May. Donc, peut-être attendre encore quelques semaines, le couver, voir à l'entraînement ce qu'il propose et tout, et puis le lancer un peu après quand ça va commencer à rejouer d'autres équipes, peut-être un peu plus calme. Par contre, moi, ce que j'aime bien, vous voyez, parce que moi, je l'avais noté, hein, j'avais mis des Patriots inspirants et des Jets inquiétants. Moi, ce que j'aime bien, les Patriots cette année, j'ai l'impression que c'est un peu les Cards de l'année dernière. C'est-à-dire que voilà, les Pats, ils savent leurs forces, ils savent leurs faiblesses, et ils y vont à fond, quitte à ce que ça soit dans la caricature. Ça court, ça court, ça court. Ça commence un peu plus à passer parce que contre les Bengals, c'était un petit peu plus timide à ce niveau-là. Mais ça commence à passer. Mais c'est intéressant, c'est beau, ils sont plaisants à voir jouer. Ils sont en 1-1. Franchement, les Seahawks, moi, je ne suis pas convaincu pour l'instant. Je crois que c'était toi, GG, qui en attend beaucoup des Seahawks. Moi, pour l'instant, c'est les Seahawks, faut se réveiller, monsieur. Faut prendre vos cachets, là, parce que ça va, mais c'est calme. Ouais, je te trouve dur, mais je comprends. Bah, pour l'instant, ils ont du potentiel, mais pour l'instant, moi, les Seahawks, ils m'ont pas convaincu et ils auraient pu le faire. J'avais mis les Seahawks, mais pour moi, si les Pats gagnaient, j'étais pas choqué. Et peut-être attendre et surtout, voilà, laisser peut-être passer les quelques matchs et après, pourquoi pas, surtout qu'avec le jeu au sol, voilà, ton quarterback, tu le risques pas grand-chose. Il a une cible sûre, pardon, j'ai perdu le fil. Avec Hunter Henry, il a une cible sûre. Et puis après, de toute façon, au pire, il joue au sol à fond. Et comme ça, Drake May, il évite de s'exploser en plein vol. Mais peut-être attendre encore un petit peu pour moi. Ouais, bah, encore une fois, tout dépend de l'objectif. Si pour l'instant, tu t'attends de voir comment va tourner la saison, est-ce que tu es vraiment compétitif, est-ce que ça peut durer une fois que tout le monde sera rodé. Après, oui, de toute façon, si tu n'as pas d'objectif précis et que tu veux le laisser entre guillemets, grandir tranquillement dans l'ombre. T'attends la bye week en semaine 14, tu lui fais jouer les 3-4 derniers matchs, il a découvert la NFL et tu lui dis à l'année prochaine et tu lui donnes le poste, quoi. Ouais, mais totalement. On sait qu'un jeune quarterback, ça fait des erreurs. C'est normal. On vient d'en parler, on en parle beaucoup, mais le truc étant que pour moi, vu de ma fenêtre comme ça, je me dis, tiens, c'est marrant parce que les Patriots ont l'air d'avoir plus de qualité que ce qu'on pensait en avant-saison. Franchement, moi, j'étais un des premiers à les mettre vraiment au bas de l'échelle. Et quand je les vois, en fait, je me dis, franchement, c'est pas si mauvais. Ça sent qu'il y a un bon coaching staff et que ça travaille bien derrière. Et il y a des qualités. Et le truc, c'est que ces qualités-là, tu vas pas en disposer encore dans 3 ans, 4 ans. Enfin, je veux dire, tu vas avoir beaucoup de turnover d'ici là. Et alors, est-ce que tu peux pas te dire simplement là, est-ce qu'on peut pas profiter de ces qualités aujourd'hui et donc essayer de créer de la cohésion avec le QB du futur qu'on a, tu vois? Si tu attends la fin de la saison pour le mettre, alors ok, il va avoir joué quelques matchs en fin de saison et tout, mais est-ce que finalement jouer une quasi-saison entière, ça va pas lui donner un peu plus de force et plus de poigne sur l'équipe, plus de cohésion avec le groupe, et du coup l'année prochaine, tu peux peut-être jouer un peu plus que ce que tu avais espéré? Je sais pas, en tout cas ce que ça m'apporte, parce que Brissett, il va nulle part. On sait très bien que c'est pas le titulaire dans le futur, et lui-même le sait. Donc quelque part, pourquoi se cacher, quoi? Autant peut-être essayer de faire des petites choses, je sais pas. Mais bon, après, comme on disait tout à l'heure, le cadre d'un QB qu'on veut laisser en couveuse là, en se disant bon,
faire quelque chose. J'entends, mais je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour démarrer en NFL. Il n'y a pas de bon moment pour démarrer en NFL pour tout le monde. Et en fait, plus tôt tu démarres, plus tôt tu fais tes erreurs et plus tôt tu deviens meilleur. Ouais, ouais, ça s'entend. Et ben, j'en profite pour poser la question à ceux qui nous écoutent ou nous regardent. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous préférez pour les jeunes QB et notamment pour Drake May. Mais ouais, débat très très intéressant. On a fait quelques digressions là-dessus cet épisode, mais c'est un sujet qui interpelle beaucoup dans les questions. Je spoil un petit peu, mais dans les questions reçues sur le Discord, il y a eu par exemple Bryce Young est-il cuit, tu vois? Et en fait, tu as cette interrogation de savoir un QB avec des attentes que tu as lancé tôt, est-ce qu'il peut rebondir, est-ce qu'il peut pas rebondir et ça pose la question de quand est-ce que tu les lances, dans quelles conditions. Donc, très très intéressant d'avoir discuté de ça. Messieurs, nous en GG. avons. Oui, dis-moi. Peut-être avant qu'on clôt l'épisode, Je t'en prie. un petit rappel, parce que Doug nous a envoyé ça. Doug est en vacances, mais Doug pense football. L'instant Et, promo, bien évidemment. Voilà, on a un petit scoring avec un petit gage à la fin de la saison pour toute l'équipe. Donc, alors, parce qu'apparemment, il manquait des points, mais alors apparemment, PA est à 20 points, donc 20 bons pronos. Doug à 19, ensuite moi-même à 18, Trey, Alex et toi GG, vous fermez la marche avec 16. Ouais, donc, Bon prono. Rien d'inquiétant pour l'instant. Ouais, ça va. Voilà. On est un peu les Jets du concours de pronos. On se remet tranquillement et puis quand on va être lancé, ça va faire mal. Quand j'arrêterai de mettre les Giants, ça ira mieux. Et du coup, vu qu'on est en toute transparence aussi, on vient de recevoir, il y a une demi-heure, Alex qui nous dit, le front office, si vous êtes encore dans l'épisode, Tua est placé en injury réserve. Voilà. Eh bien, l'info qui tombe en direct, vous pouvez à peu près estimer à l'heure à laquelle nous aurons enregistré cet épisode. Bryce Young à Miami, vous l'aurez entendu en premier ici. Je l'ai suggéré en off dans des conversations avec Alex. Je lui ai dit ça à Dallas aussi, tu vois, un peu les équipes où si tu as une blessure, tu es presque content d'avoir un petit jeune derrière. Bon, en tout cas, messieurs, nous allons conclure l'épisode là-dessus. Donc, je rappelle les réseaux sociaux @lefrontoffice, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch. Allez sur le Discord aussi, vraiment. On a déjà passé la centaine de personnes dessus. Vraiment, ça fait plaisir. Tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Il y a de la discussion en non-stop. Pour être transparent, j'ai dû mute les notifs et je vais voir quand j'ai des pauses. Je me fais tous les salons un par un parce que ça n'arrête pas. Donc, si vous avez envie de parler football et partager votre passion, venez sur le Discord. Vous allez voir, vous serez très, très bien reçus. Le prochain épisode, ce sera donc la preview de la semaine 3 qui arrivera en fin de semaine. Merci beaucoup de t'être rendu dispo. Ça fait vraiment plaisir d'avoir pu t'avoir sur un épisode. Ah, c'était cool, ça fait plaisir de reparler un peu football là. Moi, je suis bien content. Anto, merci, toujours fidèle au poste. Avec plaisir et avec plaisir de l'avoir fait avec vous. Ça faisait longtemps aussi, donc très content. Et bien sur ce, on va vous souhaiter à tous une bonne fin de journée et vive le football.